Comité de l'intégration, nous avons le plaisir de recevoir Dr Babaraki, qui est la directrice en charge du genre de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. Alors, docteur, cette stratégie genre, l'UEMOA a une stratégie qui a été adoptée en 2018 par le Conseil des ministres. En quelques mots, pouvez-vous présenter un peu cette stratégie? Elle tient en quoi? Bonjour. D'abord, merci de me recevoir ici pour partager avec vous ce que fait l'UEMOA en matière de genre. Effectivement, l'Union s'est dotée d'une stratégie genre en 2018. Et si aujourd'hui l'Union économique et monétaire ouest-africaine traite de la question du genre, ça n'est pas parce que c'est dans l'air du temps. L'ensemble de nos interventions en matière de genre sont fondées sur le traité de l'Union, notamment le protocole additionnel numéro 2, relatif aux politiques sectorielles. Alors, sur la base... Donc, c'est dire que très tôt, les plus hautes autorités de l'Union ont pris en compte... Absolument. Les pères fondateurs ont pensé au rôle de la femme dans l'intégration économique. C'est ainsi donc que sur la base du traité et des engagements qui ont été pris par les différents États membres, évidemment par rapport aussi à la conférence et à la déclaration de Beijing en 1995, l'Union a décidé de se doter de cette stratégie genre en vue d'œuvrer à l'égalité et à l'équité entre hommes et femmes au moyen de l'institutionnalisation du genre dans les politiques, dans les programmes, dans les budgets et dans les pratiques managériales. Et on a cela, bien suivi autant au sein des États membres de l'Union qu'au sein des organes de l'Union. Et justement, l'Union vient aussi en complément de la stratégie genre d'adopter très récemment, le Conseil des ministres a adopté votre schéma type organisationnel. Alors, ce schéma, qu'est-ce qu'il vient apporter à la stratégie? La stratégie, pour objectiver la vision dont je viens de parler, est déclinée en deux axes. Le premier axe a attrait justement à l'institutionnalisation du genre dans les États membres et dans les organes de l'Union, tandis que le second axe a attrait aux initiatives qui sont spécifiquement axées sur les droits, la représentativité et l'autonomisation économique des femmes. Et ce second axe-là, voyez-vous, c'est ce que font l'ensemble des organismes de développement. Alors la valeur ajoutée de l'UEMOA, c'est cet axe 1 qui est l'institutionnalisation du genre. Et comme vous le dites, nous avons voulu accompagner l'ensemble des États membres à opérationnaliser la transversalité du genre. Tout le monde est d'avis que le genre est transversal. Seulement, les outils pour opérationnaliser cette transversalité font défaut. Vous me demanderez peut-être qu'est-ce que c'est qu'institutionnaliser le genre. Eh bien, c'est prendre en compte la sexospécificité. Encore un mot très scientifique, non. Mais qui est très simple. Il y a sexe dedans et il y a spécificité. Ce sont tout simplement les spécificités liées au sexe. Et ces spécificités-là sont matérialisées par la division sexuelle du travail et qui intervient dans la production des agents économiques, qu'il s'agisse de la production marchande ou non marchande, et qui impactent différemment les budgets et les politiques publiques. C'est la raison pour laquelle il est important pour l'ensemble des ministères sectoriels de pouvoir intégrer cette dimension genre, je vais dire, pour ne pas dire sexo-spécifique, dans l'ensemble de leur politique. Docteur Ki, concrètement, comment va se traduire ce schéma au sein des États membres? Alors, ce schéma organisationnel type d'institutionnalisation du genre, que je vais désigner prochainement par STIC, est un dispositif qui va du plus haut sommet de l'État, depuis la primature jusqu'aux collectivités locales,
pour pouvoir institutionnaliser le genre dans l'ensemble des secteurs. Donc concrètement, comment cela va se passer? Eh bien, il a plusieurs niveaux. Il a un niveau macro, un niveau méso et un niveau micro. Et le niveau macro, c'est le cadre d'orientation et de décision qui regroupe la primature, le Conseil des ministres, le secrétariat général du gouvernement, l'Assemblée nationale. En réalité, le schéma donne les instances et les processus à mettre en place pour institutionnaliser le genre. Et à ce niveau macro, je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour ce qui s'agit du Conseil des ministres et du secrétariat général du gouvernement, il est question d'instituer là un marqueur genre pour que tous les dossiers qui doivent être passés au Conseil des ministres soient d'abord vus à cette loupe du marqueur genre et apprécier la sensibilité genre de l'ensemble des dossiers. C'est-à-dire qu'au niveau même de décision de l'État, déjà là, on commence à prendre en compte cette sexospécificité. Si les dossiers ne sont pas assez genre sensibles, eh bien, ils ne passeront pas au Conseil des ministres. Cela est une innovation. Maintenant, au niveau méso, l'innovation majeure, c'est vraiment que le schéma privilégie la porte d'entrée qui est la planification du développement. Parce que jusqu'ici, on a un peu recours à cette question du genre une fois que tout est fait, une fois que la planification est faite. On dit, ah tiens, est-ce qu'on a intégré la sexospécificité? Non. La porte d'entrée pour institutionnaliser le genre, c'est vraiment dès l'élaboration de la politique publique, dès la planification. Donc le schéma, pour ce faire, propose qu'au sein du ministère en charge de la planification, il y ait une direction chargée de l'appui à l'institutionnalisation du genre et qu'elle soit placée à la direction de la planification. Maintenant, au niveau des ministères sectoriels, on va dans les directions chargées de la planification de nouveau et là, on crée une autre entité qui peut être une sous-direction ou une section. Cela sera la discrétion des États qui soit chargé de l'appui à l'institutionnalisation du genre. De telle sorte que, et ces chemins existent déjà. Vous avez un ministère de la fonction publique, mais dans les ministères sectoriels, vous avez une direction chargée des ressources humaines. Il existe un ministère des Finances, mais dans chaque ministère, vous avez une direction chargée des affaires administratives et financières surtout. Donc c'est un peu ce que l'on veut proposer pour les États membres, sachant que l'existant, ce sont les points focaux genre, les cellules genre, dont malheureusement l'efficacité est mitigée parce qu'elles manquent. Ce sont des points focaux qui généralement ne sont pas bien outillés en matière de planification et ont du mal à intégrer cette sexospécificité dans leur secteur respectif. Alors j'imagine que ça va prendre du temps pour la mise en œuvre, l'application de ces schémas. Donc l'adoption c'est tout récemment, je l'ai rappelé au début. Donc c'est dans combien de temps ce schéma, j'imagine qu'il va faire son chemin petit à petit, va être effectif au sein de l'ensemble des 8 États membres de l'Union? Les États membres ont 5 ans pour la mise en œuvre du schéma. Et avec une forte volonté politique, cela devrait aller vite parce que le dispositif qui a été proposé, comme je le disais tantôt, l'a été de manière participative. D'abord, il y a eu un diagnostic État par État pour déjà analyser le schéma de développement, de l'architecture de ce schéma de développement dans chaque pays. Donc, à l'issue du diagnostic, nous avons surtout travaillé avec des représentants des ministères, non seulement en charge du genre, mais aussi du plan, de la fonction publique pour les questions des ressources humaines et du ministère du budget. Parce que qui dit, c'est toute la planification jusqu'au budget. Le budget est la phase ultime de la planification. Et donc, nous sommes axés déjà sur ce qui existe pour ne pas chambouler toute l'organisation du développement dans l'espace. Vous avez bien expliqué, mais
on prend le cas d'une femme qui est quelque part, hein, dans une localité lointaine, quelque part au sein de l'Union. Oui. Qu'est-ce que cette stratégie mise en place, Oui. ce chemin qui va marcher, Oui. vont apporter concrètement dans sa vie quotidienne? Autrement dit, qu'apporte le schéma type d'institutionnalisation du genre à chaque homme et à chaque femme de Vous avez l'Union? bien dit chaque mois, j'ai parlé de femmes, vous dites bien chaque homme, Chaque femme. homme et chaque femme. Parce qu'il s'agit... Il n'y a pas de dichotomie. Il n'y a pas de dichotomie. Il s'agit justement de bien reconnaître les rôles de chacun et d'optimiser non seulement la production, mais aussi la façon dont chacun bénéficie des fruits de la croissance. Alors, pour répondre à votre question, je vais donner un exemple sur l'institutionnalisation du genre. Un exemple qui est assez terre à terre, mais qui est quand même explicite. On va dire que, effectivement, lorsque l'on parle de cette question d'égalité et d'équité entre hommes et femmes, l'égalité, c'est l'égalité de chance, hein, je tiens à le préciser. On voit qu'il y a beaucoup d'inégalités qui sont au détriment de la femme. Donc la femme a de nombreux problèmes, j'allais dire, à régler. Imaginons qu'on apparente cela à un corps humain. Elle a le problème d'accès au foncier, disons qu'elle a mal, c'est comme si elle avait mal à la main. Alors on apporte des programmes spéciaux pour cela. Il y a le problème des VBG, des violences basées sur le genre. C'est l'autre main qui fait mal, on apporte aussi des solutions. Il y a le problème, je ne sais pas, de l'accès à l'éducation. Là, c'est le pied qui fait mal, on va soigner là-bas. L'institutionnalisation vient dire, au lieu d'apporter ces solutions à chaque extrémité, eh bien, faisons une piqûre intraveineuse qui va aller dans tout l'organisme et réparer le tout. C'est ça la transversalité. Mais donc, où on va faire cette piqûre? Dans l'architecture du développement. Voilà pourquoi on part depuis la primature. Nous avions même voulu aller depuis jusqu'à la présidence, mais la réunion des experts statutaires nous a conseillé de nous arrêter à la primature. Donc, on va faire cette piqûre par là-bas pour que petit à petit, cela irradie l'ensemble des membres. Et les membres ici peuvent être apparentés au ministère sectoriel, à l'ensemble des secteurs. Donc, qu'est-ce que ça va apporter à cette femme? Eh bien, à chaque problème soulevé, le ministère en question traite le problème dont elle souffre. Par exemple, le ministère en charge de l'économie, qu'est-ce qu'il va faire? C'est la question de la budgétisation sensible au genre, en lien avec le ministère du plan. Parce que aujourd'hui, avec le basculement au budget programme, normalement la BSG va partir depuis le programme jusqu'au budget. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'agriculture? Le ministère en charge de l'agriculture. Par exemple, lorsqu'il faut élaborer une politique agricole, comment optimiser la production agricole? Il faut d'abord aller identifier les problèmes qui empêchent cette filière. On peut analyser la filière, tout comme on peut analyser les acteurs. Au niveau des acteurs, par exemple, est-ce que les hommes et les femmes, les agriculteurs et les agricultrices ont les mêmes problèmes? Donc, ce faisant, nous sommes dans le cycle de vie de la politique publique. Il faut toujours partir du diagnostic qui va faire l'identification des différents problèmes, exhumer l'ensemble des problèmes et la politique publique, le programme, le projet va répondre à ces questions-là. Au final, la citoyenne lambda va pouvoir voir réduire les inégalités dont elle souffre, elle est victime, je ne voulais pas dire victime, mais disons-le, dont elle est victime, mais dans les différents secteurs. Et au-delà de la citoyenne lambda, c'est toute la nation qui bénéficie.
Parce qu'on a souvent pensé que réduire les inégalités, c'était une question de droits humains. Alors que non, pas seulement, et loin de là, loin s'en faut. Réduire les inégalités entre hommes et femmes est un levier puissant pour augmenter la croissance économique. Et d'abord au sein de la famille. Au sein de la famille, au sein de chaque État membre. Et vous savez, il y a le rapport McKinsey de 2019 qui a démontré, parce qu'il y a des évidences scientifiques qui démontrent cela maintenant, que si l'Afrique réduisait ses inégalités, elle augmenterait de 10% son PIB d'ici 2025. On n'est pas loin de 2025. On n'est pas loin de 2025. Et cela grâce à plusieurs canaux. Mais est-ce que l'Afrique est sur cette voie-là dont vous parlez? Parce que 2025... Pour parler de notre espace communautaire, c'est bien pour mettre l'ensemble de nos États membres sur cette voie que l'Union s'est dotée d'une stratégie et qu'elle met en œuvre cette action d'institutionnalisation pour pouvoir intervenir dans l'ensemble des secteurs. Alors, et donc on espère que d'ici 5 ans, comme vous l'avez dit, ce sera effectif au sein de l'ensemble de nos 8 États membres. Docteur Babaraki, nous vous remercions d'avoir bien voulu accepter notre invité et surtout de nous parler de cette question très passionnante que constitue le genre. Merci beaucoup. Avec plaisir, c'est moi.